J'ai repris un de mes vieux textes que j'ai un peu complété et qui va paraître ce mois-ci dans Les Indignés. Et donc, je peux vous l'envoyer, ceux qui voudront. Ben, ce serait bien. Bon, alors, je reprends avec ce que je dis tout à l'heure. Donc, nous posons la question, le mouvement intermondialiste, donc le mouvement intermondialiste, on est là-dedans. C'est exactement comme bon. Le Forum social mondial, une étape du mouvement intermondialiste. Donc, Et donc, les forums sociaux mondiaux, à la limite, je résumerai en disant, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Bon. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que c'est le seul espace que nous ayons actuellement dans lequel les mouvements sociaux progressistes discutent et confrontent, ou en tout cas discutent déjà de la dimension internationale de leur stratégie. Or, on a besoin de discuter de la dimension internationale de la stratégie des mouvements. D'abord parce qu'il y a effectivement le reflux nationaliste que l'on connaît pour beaucoup de mouvements, et d'autre part parce qu'on voit bien que pour construire une stratégie internationale commune, il faut déjà que les uns et les autres définissent un peu quelle est la dimension internationale de leur stratégie. Donc ça, c'est ce qui est nécessaire. Pourquoi c'est pas suffisant? Bon, alors effectivement, là, il faut revenir sur l'histoire récente qui est non pas celle des mouvements des forums sociaux, mais celle de la situation mondiale. Donc pour les forums sociaux mondiaux, je dirais, et pour le mouvement intermondialiste, la rupture c'est 2009-2010, 2008 disons. C'est la crise de 2008. Pourquoi? Parce que c'est une crise de la mondialisation néolibérale. Et donc, comme je vous l'ai dit depuis le début, le mouvement intermondialiste, il existe en réaction ou pour lutter contre la mondialisation néolibérale. Donc, effectivement, à partir du moment où il y a une rupture ou une évolution dans la mondialisation néolibérale, ben, il y a des interrogations qui se posent au niveau du mouvement intermondialiste. Et donc, 2010, c'est la crise financière, avec les éléments nouveaux de cette crise financière, et notamment la question de l'endettement des pauvres, au cœur de la crise financière, c'est très important. Bon, je vais pas vous insister là-dessus parce que ça prendrait trop de temps, mais ce que l'on voit, c'est que le Forum social mondial réagit bien à la crise, je dirais, pour ma part. Et pour moi, l'apogée du Forum social mondial comme étape de l'intermondialisme, c'est 2009. C'est le Forum de Belém. Parce que au Forum de Belém, on voit les deux pistes qui sont amorcées pour le Forum social mondial et qui montrent en quoi il est en phase avec la discussion générale, avec ce dont on a besoin. Et en même temps, c'est ce que nous ne nous poursuivons pas d'ailleurs malheureusement, mais c'est aussi l'amorce d'une démarche stratégique. Bon. Qu'est-ce que c'est une stratégie? C'est la réponse à l'urgence, mais il suffit pas de répondre à l'urgence, il faut aussi avoir une perspective. Et donc, comment on répond à l'urgence avec une perspective, avec un projet? Bon, alors, qu'est-ce qu'on a à Belém? Bon, je suis très très rapide parce que je pourrais prendre beaucoup de temps là-dessus, c'est très passionnant. À Belém, on a deux choses. On a une première chose, c'est une réponse à l'urgence sous la forme d'un programme qui doit beaucoup d'ailleurs à Attac et aux différents mouvements comme Attac, et qui est la réponse immédiate par rapport à la crise. Qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons effectivement la socialisation du système bancaire,
la taxe Tobin, enfin la taxe sur les transactions financières, enfin toute une série de questions que vous connaissez sur le programme. Et le programme qui est d'une certaine manière un peu accepté par tout le monde. Même Sarkozy à ce moment-là dit par exemple, faudra peut-être réfléchir à une nouvelle étape du capitalisme. Bon. Ce programme, on le retrouve d'ailleurs très bien défini, très bien repris par la Commission des Nations Unies, qui est créée en 2010, présidée par Stiglitz et Amartya Sen, et qui fait un rapport sur le Green New Deal. Donc, d'une certaine manière, je dirais, c'est un peu l'hommage du vice à la vertu. Voilà, effectivement, voilà ce qu'on pourrait faire. Mais évidemment, c'est adopté d'ailleurs, c'est adopté. Hein, le Green New Deal est adopté par les Nations Unies, mais ce n'est pas voté, ce n'est pas mis en œuvre. Et d'ailleurs, ça amène à se rappeler quelque chose, c'est que le New Deal auquel on se référait, eh bien, il a été adopté formellement par Roosevelt en 1932, mais il a fallu attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour qu'il soit mis en œuvre. Bon. Donc, le Green New Deal, c'est un peu là où on est allé le plus loin, comme voilà ce qu'on pourrait faire. Bon, tu parlais de Varoufakis, tu vois, c'est un peu l'idée de qu'est-ce qu'on peut faire dans la situation dans laquelle on est. Voilà un modèle, voilà un programme possible. Possible. Possible, évidemment, si ceux qui ont le pouvoir l'acceptent, ou si on les oblige à le faire. Donc voilà un peu la première chose que fait le roman en 2009. Mais, en 2009, il y a autre chose qui se passe. C'est que il y a un groupe de mouvements qui existait depuis très longtemps, mais qui n'était pas aussi apparent. C'est le mouvement des femmes, le mouvement paysan, le mouvement écolo et le mouvement des peuples amazoniens. Et ces mouvements disent, mais écoutez, est-ce que vous écoutez bien ce que vous dites? Vous dites que la question qui est posée, c'est le rapport entre l'espèce humaine et la nature. Mais ça, c'est pas une crise du néolibéralisme, c'est même pas une crise du capitalisme, c'est une crise de civilisation. C'est même la remise en cause des rapports de la définition d'une partie des fondements de la science contemporaine qui a été lancée en 1492. Donc, oui, donc là, il y a une interrogation fondamentale. Et en disant, même si ce n'est pas très affirmé explicitement, il faut s'appuyer sur des nouveaux concepts, des nouvelles notions qui apparaissent, les biens communs, le buen vivir, la propriété sociale, la démocratisation radicale de la démocratie. Disons, voilà quelques points sur lesquels il faut s'appuyer pour définir un nouveau monde, et notamment sur une autre question qui est moins explicitement posée en 2009, mais qui va se poser après, qui est la transition. Donc c'est là qu'on voit émerger l'idée de la transition écologique, sociale et démocratique. Mais l'idée de la transition, c'est un débat très important. Ça consiste à dire, mais en fait, la transition, c'est pas la prise du pouvoir d'État. Donc, le changement de société ne se fait pas uniquement par la prise. Je ne dis pas que la question de la prise du pouvoir d'État ne se pose pas, etc., évidemment, mais ça ne se résume pas à ça. Bon, donc effectivement, il y a cette idée-là que la transition. Alors, donc bon, pour schématiser, je dirais que si vous voulez, quand on passe du féodalisme au capitalisme, il y a des rapports sociaux capitalistes qui existent sous le féodalisme.
Mais donc, il y a peut-être des rapports sociaux post-capitalistes qui existent dans le capitalisme. Évidemment, pas complets, parce que les rapports sociaux capitalistes qui existaient sous le féodalisme n'étaient pas complets. Mais ils étaient quand même amorcés. Et donc, la question, c'est... ça donne un autre sens à la question des alternatives, et notamment des alternatives locales, des expérimentations, des pratiques alternatives, etc. Voilà. Donc c'est un débat. Donc voilà. Donc 2009, on est là en 2009, vous voyez. Bon. Mais c'est là qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est 2011. Bon, Bruno en a parlé tout à l'heure. 2011, c'est la réponse des peuples. Donc ça commence en Tunisie, évidemment, l'Égypte, Yémen, ça traverse la Méditerranée, Espagne, Portugal, Grèce, ça traverse l'Atlantique, Occupy, les étudiants chiliens, ça sera dans le monde, donc une série de ce qu'on pourrait appeler, alors certains appellent ça insurrection, d'autres révolutions, peu importe, en tout cas, de bouleversement dans le monde, qui n'est pas fini, okay. Qui est encore en cours. Et ces mouvements, ils reprennent une partie des propositions, qui sont notamment les propositions domination, exploitation, etc. On les reprend, mais en mettant l'accent sur des éléments nouveaux, présents dès Tunis. Les deux éléments nouveaux fondamentaux que l'on retrouve, le premier c'est les inégalités et les discriminations. Ça, c'est une idée qui va progresser beaucoup. D'ailleurs, Davos l'an dernier a dit le problème mondial principal, c'est celui des inégalités. Bon, ça a pris 10 ans pour qu'il puisse dire ça, mais enfin, en tout cas, c'est clair. Inégalité, discrimination. Donc, on peut pas réfléchir de la même manière. C'est pas le problème de l'exploitation. Ah, évidemment, c'est lié à l'exploitation. Ça ne se résume pas. Et la deuxième question, qui est l'élément nouveau fondamental, la corruption. Et donc, comme je disais tout à l'heure, la corruption, c'est la fusion du politique et du financier. Et donc, la fusion du politique et du financier, ça introduit, évidemment, la défiance par rapport au politique. C'est pas la peine d'élire quelqu'un, puisqu'il va faire la même chose qu'avant. S'il est différent, ou s'il n'est pas ou bien, en tout état de cause, la définition du politique, elle est actuellement au niveau du capital financier. Donc voilà. Mais donc ça remet en cause très fondamentalement la question même du politique et du pouvoir, et des formes du pouvoir. Alors, ça percute directement le Forum social mondial des Tunis. Et comment répondre à cette question de la... Bon. Et donc, ce dont on se rend compte, c'est que les nouveaux mouvements des places, qui se déploient, on peut considérer que c'est la suite du Forum social mondial. Et toute une partie de leur culture politique est celle du Forum social mondial. Mais, pas tout à fait. Pas tout à fait. Et notamment, une grande partie des mobilisations internationales ne sont plus celles du Forum social. Elles ne sont pas différentes, elles ne sont pas inverses, etc. Par exemple, un grand exemple, c'est le climat. Ça se fait en partie dans les forums sociaux mondiaux, mais ça se déploie en dehors. Une grande partie des batailles écologiques, notamment la reprise des batailles comme Black Lives Matter, etc., contre le racisme et la discrimination, la question du pipeline de Dakota. Donc toute une série de nouvelles luttes et de nouveaux mouvements qui sont, je dirais, à la limite dans la continuité, mais ne le sont pas quand même. Et
on se rend compte qu'il y a une différence de culture politique. Alors tu vois, Raphaël, c'est là que ce que tu dis est très juste, c'est que nous avons beaucoup de discussions avec. Bon, pour nous, c'était évident, c'était la même chose, il fallait qu'il. Bon, je me rappelle une fois, nous étions à Porto Alegre, il y avait 500 personnes qui venaient des nouveaux mouvements, une partie venait des Occupy, etc., etc. Et il y en a un même qui dit à un moment donné, nous remercions les anciens d'être là. Il parlait de Chico et de moi. Voilà, bon. Et Chico a cette très belle phrase d'ailleurs. Il dit ah, ici je suis pas le plus vieux, je suis celui qui est jeune depuis le plus longtemps. Bon, et donc on a 2 heures de discussion. On était d'accord sur tout. Enfin, on était d'accord sur tout, c'est-à-dire que personne n'était d'accord, mais il n'y avait pas de différence entre ce que nous disions nous et ce qu'ils disaient. Et à la fin, on leur dit bon, alors on conclut tout ça au prochain forum social mondial, et ils nous disent mais moi je représente que moi-même. Je ne suis pas délégué. Je n'ai pas de représentation. Et donc, la nouvelle culture politique remet en cause la représentation et la délégation. Et donc, il y a quelque chose de nouveau auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Et pas seulement dans les formes sociaux mondiaux, comme vous avez pu le voir. Et donc, les formes d'organisation, comme on a vu à Nuit Debout, c'est l'assembléisme. Nous, on n'avait pas remis en cause la délégation, ni le mandat, ni la représentation, même si on savait que la forme de la démocratie n'est pas formelle non plus. Voilà. Bon, donc là, il y a un nœud dans les années 2012-2013 que nous vivons très fortement. Et qui amène à dire, on a besoin de passer à une nouvelle étape. Voilà. Enfin, il faut que quelque chose de nouveau s'invente. On va pas dire il faut que nous inventions quelque chose de nouveau. Il faut que quelque chose de nouveau s'invente. Il faut que nous soyons à l'écoute de ce qui peut s'inventer de nouveau. Et c'est là qu'arrive 2014, 2013-2014, c'est-à-dire la contre-révolution. Et là, nous sommes devant une nouvelle question. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à une contre-révolution? Vous voyez, ça c'est un peu... Alors, je vais terminer là-dessus parce que c'est ça la situation dans laquelle on est. On est dans une contre-révolution. Et même on est dans une période confrontée à plusieurs contre-révolutions. Pas une seule. C'est un très bonne approche de Gilbert Achcar, qui était d'ailleurs bon. Gilbert Achcar, quand il parle du Moyen-Orient, il dit « Nous sommes confrontés à 2 contre-révolutions au Moyen-Orient. Celle de Sisi d'un côté en Égypte et celle de Daesh. Et notre problème stratégique, c'est que il faut surtout éviter que les deux ne s'allient et nous ne pouvons pas jouer l'une contre l'autre. » Ah, ça rend compliqué la stratégie. Donc voilà, mais donc il y a plusieurs contre-révolutions. On est dans cette période. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à ça? Et donc, proposition. Réflexion. Ça, c'est ma réflexion, mes hypothèses. Bon, l'histoire nous apprend que les révolutions sont courtes et les contre-révolutions sont très longues. Et ça, malheureusement, c'est ce que nous avons toujours vécu. Donc les révolutions durent quelques mois, parfois quelques années. Le seul contre-exemple, c'est peut-être la révolution de 17, mais ça dépend comment on l'analyse. Donc c'est pour vous dire que... Mais en dehors de ça, vous prenez 1789, vous prenez 1848, vous prenez 1871, vous prenez 1968, vous prenez... Toutes les révolutions sont courtes
et les contre-révolutions sont très longues. Alors ça c'est très pessimiste, évidemment. Bon, mais quand même, il y a une proposition optimiste. C'est que les contre-révolutions n'annulent jamais la révolution. Parce que ce qui a explosé à un moment donné, ce qui a explosé, mais qui n'a pas abouti, peut-être parce que c'était trop tôt, peut-être, enfin, peu importe, peut-être parce que ça a été combattu, etc., chemine souterrainement et ressort sous des formes nouvelles. Voilà. Donc ça, c'est très important. Donc la question pour nous est la suivante. Qu'est-ce qui chemine? Non pas attendons que la contre-révolution s'épuise, ça c'est très long. Non pas on n'a qu'à recommencer comme avant, c'était un mauvais moment à passer. Vous allez voir, là. La marche de la révolution va reprendre. Bon. Mais qu'est-ce qui chemine de nouveau? Alors, ce qui m'a amené à réfléchir à ça, c'est parce que ça fait des années, dizaines d'années même, que j'étais toujours fasciné et que je citais toujours dans toutes mes rencontres la fameuse phrase de Gramsci: le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Mais je la citais toujours en disant, attention, les monstres vont arriver. Bon, maintenant, les monstres sont là. Donc, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que c'est le nouveau monde? Bon, eh ben, c'est ce qui pousse. Donc, ma proposition, c'est que ce qui pousse, ce sont des révolutions en cours. Alors, on peut les appeler révolutions ou pas. Souvent, quand je dis révolution, il y a beaucoup de gens qui disent, non, c'est pas vraiment une révolution. Des bouleversements fondamentaux. Donc, et qui, évidemment, sont des bouleversements de très long terme et qui produisent d'énormes violences. Et donc, mon hypothèse, c'est que les monstres, c'est la réponse au nouveau monde. C'est le refus du nouveau monde. La résistance au nouveau monde. La réaction. La réaction. Alors, c'est quoi ces 5 révolutions? Donc, je vais juste les citer. On pourrait passer beaucoup de temps sur chacune d'entre elles parce qu'elles sont passionnantes, puisque c'est ça que nous allons avoir. Enfin, nous et nos enfants, dans les années à venir. Bon, la première, évidemment, plus évidente, c'est la révolution des droits des femmes. Bon, c'est incroyable de voir le bouleversement qui est en cours. Parce que, alors, et c'est assez rapide finalement, parce que c'est des rapports sociaux millénaires quand même, qui sont brusquement en train de bouger. Mais évidemment, ça crée des résistances et des violences dingues. On voit bien. Je pense que c'est pas la peine de donner des exemples. Donc, première révolution qui chemine, la révolution des droits des femmes. La deuxième, c'est une révolution philosophique. C'est l'écologie. Parce que l'écologie, c'est une révolution philosophique fondamentale, quoi. Bon, moi, quand j'étais plus jeune, donc une bonne partie de ma vie, je travaillais sur les questions de développement. Mais maintenant, quand je regarde ce que je racontais, je me dis, mais c'est absurde. J'étais absurde. C'est-à-dire, ce qu'on appelait développement, mais comment est-ce qu'on peut aujourd'hui encore, enfin, il y a encore des gens qui continuent, à parler du développement et de la croissance. Mais développement, même pas, je parle même pas de la croissance. Donc, la révolution écologique, c'est le rapport entre l'espèce humaine et la nature. Donc, c'est quand même le fondement de toute civilisation sous des formes les plus diverses. Et c'est aussi ce que Geneviève Hazan décrit très très bien, la question du temps fini. Comment rompre avec l'idée du temps infini? Ça, c'est dur. Hein. C'est dur. Bon. Donc voilà une deuxième révolution qui chemine et qui crée d'énormes résistances, évidemment.
La troisième révolution qui chemine, c'est la révolution du numérique et des biotechnologies. Parce que le numérique, c'est pas une technologie. C'est la remise en cause, ou la réinvention, ou je sais pas comment, en tout cas une nouvelle étape de l'écriture et du langage. Et ça remet aussi en cause la question de qu'est-ce qui est humain. Notamment Miguel Benassayek vient de créer un séminaire sur qu'est-ce qui est humain, justement, contre le transhumanisme. Mais c'est vraiment une interpellation extrêmement violente et forte. Bon, alors, la quatrième révolution, ou bouleversement, comme vous voulez, c'est quelque chose qui est très très passionnant, c'est la deuxième phase de la décolonisation. Parce que la première phase de la décolonisation, c'est l'indépendance des États. Ben ça y est, c'est gagné, hein. Bon. Mais maintenant se pose la question de la libération des peuples. Et là, c'est très compliqué. Parce que, en fait, c'est là qu'on retrouve une partie du politique, d'ailleurs. Ça réinterpelle la question de l'État-nation et du rapport entre la nation et l'État. Donc, effectivement, là, on a brutalement quelque chose qui s'ouvre. Ça pose, comme disait Glissant, la question des identités multiples. Donc là, on a brutalement un nouveau champ qui s'ouvre, auquel répond évidemment le nationalisme le plus étroit. Comme résistance. Vous voulez remettre en cause l'État-nation, mais vous êtes des barbares. Vous remettez en cause tout ce qu'il y a eu de révolutionnaire. Bon. Dans l'attaque, on voit très bien ça, hein, très bien. Il y a beaucoup de gens qui pensent que remettre en cause l'État-nation, c'est remettre en cause le fondement de la démocratie. La cinquième révolution, c'est c'est la question du peuplement de la planète. Parce que la crise migratoire, c'est pas une crise migratoire. Il n'y a pas de crise migratoire. Il n'y a pas de crise migratoire. Par contre, il y a un changement du peuplement de la planète. Il y a des migrations massives, et les migrations massives, c'est un changement de situation. Il y a un très bel article de Umberto Eco qu'il a écrit un peu avant sa mort, dans lequel il disait « Les sociétés savent très bien réagir contre l'immigration. Ils font des ghettos, ils interdisent les mariages mixtes, ça, les sociétés savent depuis longtemps. Mais des grandes migrations massives, ça, c'est des changements historiques. Donc nous sommes dans une phase. Et le peuplement de la planète, c'est pas seulement. Alors je parle pas des migrations environnementales, évidemment, mais qui quand même n'est pas rien. C'est un des éléments. C'est-à-dire que, effectivement, puis d'autre part, il y a un autre élément du peuplement de la planète, ce qui est tout à fait nouveau, qui est très très intéressant et fondamental, c'est que les sociétés que nous avons sont des sociétés scolarisées. La scolarisation est une révolution démographique. Là, il y a quand même quelque chose qui est incroyable, et qui explique quand même que les flux migratoires, finalement, si vous voulez, c'est un changement aussi des bases sociales de l'humanité. Ce qui a été clair en Tunisie, c'était quand même très clair, c'est que une génération arrive. Bon, en Tunisie, on doit être à 50% qui a fait le secondaire. C'est quand même déjà énorme. Bon. Une partie d'entre elles, qu'est-ce qu'elle fait? Elle émigre. Et puis, évidemment, mais ils restent en contact avec leur génération, notamment par les réseaux sociaux, etc. Et l'autre partie, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, les chômeurs diplômés. Donc c'est une nouvelle classe sociale, chômeurs diplômés. C'est quand même une alliance entre les fils de la classe ouvrière et de la paysannerie et de la petite bourgeoisie. Il y a toute une série de choses qui poussent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça en tant que gauche, entre guillemets? Je pense qu'en tout cas,
il va y avoir une mutation complète de la gauche. Complète. Avec évidemment des continuités, mais des grandes ruptures. Je pense que nous sommes au début du changement fondamental de la gauche que nous avons connu. Donc avec à la fois des continuités, mais une rupture. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Bon, moi je pense que l'idée c'est quand même que quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive, une révolution, une rupture, une explosion, évidemment, elle est inattendue. Donc l'idée que la gauche doit prévoir ce qui va se passer, ça n'a pas de sens. Ce qui va survenir, c'est l'inattendu. Donc comment on réintègre l'inattendu dans le projet d'émancipation? Pour moi, c'est ça le défi de la gauche. Bon, ben on a un exemple. La commune. La démarche de Marx, c'est pas des marxistes, malheureusement. La démarche de Marx, c'est la commune explose. Mais ça remet en cause assez fondamentalement une grande partie des choses et du débat de la première internationale sur l'État. Et donc, ça l'amène à reprendre tout son travail pour dire comment j'intègre les éléments nouveaux de ce que la commune a apporté par rapport à ce que signifie l'État, etc. Donc c'est ce travail qu'il faut être prêt à faire pour la gauche. Voilà. Comment est-ce que nous sommes prêts à intégrer ces 5 nouvelles, ce qui pousse de nouveau? Donc c'est pour ça que je pense que la contre-révolution, c'est une étape. Non. La contre-révolution, à mon avis, évidemment, elle peut faire un mal fou, elle peut faire des guerres mondiales, elle peut faire des dictatures, c'est ça. Il n'y a pas de doute sur les dégâts qu'elle peut faire. Mais c'est elle qui résiste contre le nouveau monde. Donc il nous faut à la fois résister, donc la stratégie c'est résister, évidemment, bon, on résiste. Bon, je terminerai par ça, disons. Donc nous, notre problème, en tant que reconstruction de la gauche, c'est construire une stratégie. Donc, c'est résister. C'est clair. Bon, évidemment, on a besoin d'un projet. Parce qu'on sait que résister, même pour résister, on a besoin d'un projet. Bon. Et donc, bon, le projet, effectivement, on peut à peu près dire que, de manière provisoire, on peut adopter la transition écologique, sociale et démocratique comme construction d'un projet, en tout cas, piste pour la construction d'un projet. Mais après, il faut savoir quelles sont les bases sociales et les alliances. Ça, c'est la troisième condition de la stratégie. C'est là qu'on a besoin de réfléchir et de vraiment innover. Enfin, innover, en tout cas de réfléchir. Je reviens au passage du féodalisme au capitalisme. Parce que finalement, c'est là qu'il y a eu un passage, puisque notre ambition, c'est de faire quelque chose d'à peu près équivalent. Bon, mais voilà, il y a quelque chose qui est difficile même à réfléchir, c'est que quand on est passé du féodalisme au capitalisme, c'est aucune des deux classes sociales principales qui a gagné. Ni l'aristocratie, ni la paysannerie. C'est des nouvelles classes sociales nées dans le processus qui ont construit la nouvelle scène politique. Et donc, aujourd'hui, quelles sont les nouvelles classes sociales qui sont en train de naître dans le processus? Ça, c'est... Bien sûr, les classes sociales se font à partir des anciennes classes. Elles ne naissent pas... Et donc, effectivement, il y a des pistes. Bon. Il y a des pistes. Par exemple, effectivement, comment se dégagent ces nouvelles classes sociales? La contradiction entre les compétents et les actionnaires, c'est une piste sur la création de la nouvelle classe dominante. Les compétents et les actionnaires. Parce que c'est pas les actionnaires qui dirigent, mais c'est les actionnaires qui contrôlent.
Et donc, est-ce que les compétents vont se révolter, vont construire, vont essayer de prendre le pouvoir, et faire autre chose que les actionnaires? Enfin bon, c'est une question. Deuxième question, c'est le précariat. Comment effectivement alors comment la classe ouvrière, par exemple, est en partie projetée dans le précariat? Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé. J'ai regardé à la télé il y a quelques jours. Je suis tombé tout à fait par hasard sur une émission sur la Californie. Et donc il y avait on voyait qu'il y avait des dizaines de milliers de personnes qui dormaient dans leur voiture en Californie. Et donc les gens expliquaient, voilà, c'est assez simple. Les startups payent des salaires tellement élevés que les prix ont flambé et que les gens peuvent plus se loger. Donc ils dorment dans leur voiture. Et donc on donnait un exemple, et on prenait un exemple, une prof de fac qui dormait dans sa voiture et qui corrigeait ses copies dans sa voiture. C'était assez impressionnant. Voilà. Et alors on interviewe un maire d'une des banlieues de Californie. Un mec très sympa, ce type d'ailleurs. Et le maire dit, c'est un problème quand même, vous savez, bon, parce que il faut quand même qu'on garde dans nos quartiers des gens qui sont utiles, même s'ils ne travaillent pas dans des startups. Par exemple, dit-il, les professeurs et les serveurs. Et je me suis dit, merde, il vient de faire une analyse de classe, celui-là. Il vient de faire une analyse de classe. Vous voyez? Bon, voilà, c'est pour vous dire que nous avons beaucoup à inventer.